La guerre à Gaza touche vraiment à sa fin, a proclamé le président Trump à Davos en signant son nouveau Conseil de la paix. Quelques heures plus tard, Jared Kushner a présenté un nouveau Gaza, nouveau plan directeur pour Rafah, avec une clause stupéfiante, une amnistie et l'intégration possible de membres du Hamas dans une nouvelle force de police. Maintenant, Kushner et l'envoyé Steve Witkoff sont en Israël pour une campagne de pression, mais qui est la cible? Nous avons tous les détails dans l'épisode d'aujourd'hui de Jérusalem Minute. À Jérusalem, capitale éternelle d'Israël et du peuple juif, heureux d'accueillir Alex Treyman, président directeur général de JNS, de retour après 3 semaines et demie aux États-Unis. Nous n'avons pas enregistré en studio depuis des semaines. Alex, ravi de te revoir, c'est agréable d'être là. Beaucoup à discuter. Cette semaine, nous aborderons l'Iran dans quelques minutes et anticipons une possible frappe américaine. Nous avons commencé à en parler la semaine dernière, mais d'abord, parlons du plan pour Gaza. Jared Kushner, arrivé hier soir en Israël avec Steve Witkoff, a présenté un plan directeur pour Gaza lors du Board of Peace de Trump il y a quelques jours. Il avait des diapositives, toute une présentation, il avait quelque chose appelé Nouvelle Gaza, il avait quelque chose appelé Nouvelle Rafah. Il parlait de la façon dont le Hamas pourrait potentiellement être désarmé ou autre, et aussi peut-être accorder l'amnistie à certains des terroristes du Hamas, certains des combattants. Alex, qu'est-ce qu'on sait à ce stade? Eh bien, comme vous l'avez dit, Kouchner à Davos, avec l'introduction du Conseil de la paix, a exposé son plan directeur pour Gaza. Je veux dire, cela ressemble à une belle reconstruction. Faut-il se demander ce que les habitants de Gaza ont fait pour mériter autant que leur région soit transformée en une sorte de Riviera sur la Méditerranée? L'idée que Jared Kushner pense que Gaza peut devenir le Singapour du Moyen-Orient, vous savez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entendait déjà en 2005. Avant le retrait d'Israël de Gaza, on disait si Israël partait, les habitants pourraient développer Gaza et en faire une nouvelle Singapour. Après le retrait de 2005, voilà ce que nous avons obtenu. Le Hamas a pris le contrôle et transformé Gaza en un enfer terroriste attaquant Israël à plusieurs reprises, même en s'autogérant. Israël n'a eu d'autre choix après le 7 octobre que d'entrer et de détruire Gaza car le Hamas avait piégé toute la région. Maintenant, Kushner répète ce qu'il disait déjà en 2005. Vous savez, vous avez parlé d'une éventuelle amnistie pour les membres du Hamas. C'était une partie du plan. C'était une partie du plan en 20 points pour que le Hamas se désarme. C'est peut-être ce qu'ils feraient. Remettre leurs armes, sortir de la clandestinité, partir en exil, n'est-ce pas? Obtenir l'amnistie. Une porte de sortie existe. Ils peuvent partir en Turquie, au Qatar ou ailleurs du moment qu'ils quittent Gaza. C'est le but du plan. En réalité, on entend que Kushner et d'autres pourraient accepter que des membres du Hamas intègrent la police palestinienne, n'est-ce pas? C'est ainsi que le Hamas a pris le pouvoir en 2005. Vous n'avez pas géré la situation ni exclu le Hamas. L'autorité palestinienne a pris le contrôle, puis le Hamas a pris le relais. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un plan pour laisser le Hamas rester dans la bande. Nouveau Rafah. Il parle maintenant d'ouvrir le passage de Rafah cette semaine. Cela pourrait être positif car il n'existe aucune porte de sortie pour les habitants de Gaza. J'espère que si le passage de Rafah s'ouvre, beaucoup plus de Palestiniens iront vers le sud, vers l'Égypte. Faire entrer des marchandises ou des personnes à Gaza, car qui voudrait y être? Je parle d'Israël pour les marchandises. Ils ne géreront pas le passage, mais auront un poste de contrôle de l'autre côté pour inspecter les marchandises. On espère au moins qu'on ne commencera pas à avoir un afflux de matériaux qui pourraient être utilisés pour réapprovisionner Hamas. Réarmer Hamas à Gaza. Vous avez évoqué Rafah et la famille de Ron Gavili. Ils voient l'ouverture de la frontière Gaza-Égypte comme une concession à Hamas. Kushner et Steve Witkoff sont arrivés en Israël la nuit dernière. Beaucoup affirment être là pour faire pression sur Jérusalem afin d'ouvrir le passage de Rafah. La famille de Ron Gvili dit n'ouvrez pas la frontière de Rafah, ne fournissez aucune aide humanitaire à Gaza, ne faites rien pour Hamas. Faites pression là-bas, pas sur nous en Israël si ce rapport est exact, jusqu'à ce qu'ils nous rendent le corps de notre fils qui était policier et qui a été assassiné, tué en octobre, jusqu'à ce qu'ils rendent son corps. Ne leur faites aucune concession. Kushner et Witkoff ne sont pas à leur place, ils devraient faire pression sur le Hamas. N'est-ce pas?
Vous savez, la famille de Ron Gavilli a beaucoup de bon sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont d'accord, vous savez, pourquoi donner quoi que ce soit au Hamas? Pourquoi faites-vous des concessions? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent ici. Nous devons vraiment remettre cela en perspective. Lorsqu'Israël a signé l'accord, la première phase visait à récupérer tous les otages vivants ou morts. Le corps de Ron Gavilli est encore à Gaza, ce qui constitue une grave violation de l'accord. Cependant, tous les otages vivants sont revenus et tous les corps des morts, à l'exception du corps de Ron Gavilli, sont revenus. Les États-Unis et Israël affirment savoir où se trouve le corps de Ron Gavilli et restent optimistes quant à son retour. Espérons que ce soit correct, car nous voulons récupérer le corps de Ron Gavilli. Sa famille mène une grande campagne. Je les ai vus 2 fois récemment à Mar-a-Lago puis à l'IAC en Floride la semaine dernière. Ils poursuivent leur campagne sans s'arrêter et apportent la clarté morale nécessaire. Israël a signé cet accord car ils ont compris que sans cadre global, ils ne récupéreraient pas les otages, donc ils l'ont accepté. Même en comprenant que le Hamas n'est probablement pas prêt de changer, que cela reste une organisation terroriste, qu'ils vont continuer à agir comme le Hamas. Mais ils voulaient récupérer les otages. Et je pense que les Israéliens et les Juifs du monde entier sont très satisfaits que Netanyahou ait conclu l'accord pour récupérer les otages à ce stade. La deuxième chose que cet accord fait, ce qui est vraiment, vraiment important à comprendre, c'est qu'il enlève en fait la pression sur Israël. Pour la situation actuelle à Gaza, Israël a fait cela pendant 2 ans, détruisant une grande partie de Gaza, bâtiment par bâtiment, n'est-ce pas? Seule la ville et le centre de Gaza ont vraiment survécu. Au nord, presque tout a disparu et Rafah au sud a été totalement détruite. La plupart des Gazaouis vivent sous des tentes. La situation humanitaire est grave car les Gazaouis, interdits de sortie, restent piégés dans le chaos qu'ils ont provoqué. La communauté internationale ferait pression sur Israël pour laisser entrer l'aide humanitaire et ouvrir Rafah. Quoi qu'il en soit, pour commencer à voir la reconstruction et ce que le président Trump a fait et ce que Jared Kushner et Steve Witkoff affirment que la responsabilité n'incombe pas à Israël. D'accord, Israël a fait ce qu'il devait faire. Et maintenant, les États-Unis, nous prenons nos responsabilités. Si la situation à Gaza vous préoccupe, parlez-nous-en. Nous créons le Conseil de la paix. Jared Kushner et Steve Witkoff sont responsables de l'avenir de Gaza, pas Israël. C'est une diversion utile. Maintenant, l'ouverture du passage de Rafah. Oui, le corps de Rongvili doit rentrer chez lui en premier. Le corps de Rongvili sera-t-il rendu? Je l'espère. Les Palestiniens pourront-ils sortir de Gaza? Je l'espère. Vous savez, nous devons observer et attendre, et en même temps, nous devons aussi, vous savez, regarder ce plan, voir ce que Kushner présente, et ça ressemble à un fantasme. N'est-ce pas? Donc d'un côté, j'ai dit au début, vous savez, pourquoi les Gazaouis mériteraient-ils quelque chose comme ça? Quelles sont les chances qu'ils réussissent vraiment? Vous voyez, quelles sont les chances que le Hamas va se désarmer? Quelles sont les chances que tout ce développement ait réellement lieu? Ça paraît utopique actuellement. La plupart des otages sont revenus et ils tentent de récupérer le corps de Gvili. Que les Palestiniens pourraient être en mesure de partir et qu'Israël n'est pas vraiment responsable de la situation. Ce sont les facteurs importants. Ce qui se passera ensuite, nous devrons y faire face plus tard. Mais il y a un autre élément, Josh, c'est de savoir à quel point Netanyahou a du poids en ce moment pour tenir tête à Kushner et Witkoff. Et tout cela concerne l'Iran en ce moment, parce que si Netanyahou a besoin de Trump pour gérer l'Iran, nous allons parler de l'Iran dans une minute. Il est donc coincé, incapable de s'opposer au président des États-Unis. Si Kushner dit vouloir l'ouverture immédiate du passage de Rafah, cela doit être fait. Netanyahou va céder ici, et cela fait partie du jeu stratégique, vous savez, de la tactique. C'est ce que Netanyahou a dû faire. Et il l'a fait avec beaucoup d'habileté. Gérer diverses situations, les administrations Biden, Trump, ainsi que Kushner et Witkoff. Actuellement, entre la situation à Gaza et ce qui va se passer en Iran, Je suis curieux. Avec Kushner et Witkoff ici, ils parlent sûrement aussi de l'Iran, sujet que nous aborderons, ainsi que de l'armada du président Trump renforcée au Moyen-Orient. Une grosse tempête de neige frappe les États-Unis, donc Kushner et Witkoff pourraient rester coincés en Israël plusieurs jours.
Je ne sais pas si cela influencera le calendrier d'une frappe contre l'Iran, peut-être pas, ou leur présence pourrait tout changer, mais nous en reparlerons. Je voudrais prendre du recul. Nous avons évoqué le Conseil de la paix lancé à Davos, où le président Trump, avec des dirigeants mondiaux, a affirmé que la guerre à Gaza se terminait lors de la signature. Regardons la vidéo. La combinaison du Conseil de la paix, des personnes présentes et des Nations unies peut créer quelque chose de très unique pour le monde. C'est pour le monde, ce n'est pas pour les États-Unis, c'est pour le monde. Chacun peut constater aujourd'hui que les premiers pas vers un avenir meilleur au Moyen-Orient et un monde plus sûr se concrétisent sous vos yeux. Et bien sûr, la guerre à Gaza qui touche vraiment à sa fin. Nous avions de grands incendies qui ont été éteints, mais il en reste de petits. C'étaient d'énormes, immenses incendies, et maintenant ils sont réduits à de petits feux. Nous pouvons les éteindre très facilement. Il y a 9 pays qui sont impliqués dans la paix au Moyen-Orient. Le président Trump lance le Conseil de la paix. Nous devrions y prêter attention. La caméra a filmé la salle, mais le Premier ministre Netanyahou était absent. Il y a bien des membres, des représentants des Émirats arabes unis, de la Hongrie, du Pakistan, et bien sûr, nous en avons déjà parlé, la question du Qatar et de la Turquie qui siègent à ce Conseil. Eh bien, tout d'abord, Netanyahou n'est pas là parce qu'il ne peut pas s'y rendre en avion. S'il atterrissait à Davos, il serait arrêté, d'accord, parce que la Suisse a dit qu'elle l'arrêterait s'il arrivait. Netanyahou ne pouvait pas y aller sur la scène mondiale, mais le président Herzog y était, assurant ainsi une représentation israélienne de haut niveau. Netanyahou, je pense, très. Il aurait accepté une invitation à siéger au Conseil de la paix, mais je doute que ce soit à contre-cœur. Netanyahou veut sûrement siéger à tout conseil, surtout sur Gaza, et rester proche de Trump. Il ne va ni se rétracter ni renoncer à faire partie du Conseil de la paix de Trump. Mais qu'est-ce que ce conseil? Le Conseil de la paix de Trump est une alternative aux Nations unies. Les Nations unies vous condamnent pour n'avoir pas stoppé toutes ces guerres. Elles faisaient rage jusqu'à mon arrivée au pouvoir, dit Trump. J'ai mis fin à la guerre Israël-Gaza. Il affirme tenter d'arrêter la guerre Russie-Ukraine, reproche à l'Organisation des Nations unies son inaction et cherche à créer un cadre alternatif. Où fait-il cela? Il entre à Davos, au Forum économique mondial, qui travaille main dans la main avec les Nations unies. Ce sont eux qui nous ont donné toute la gestion du COVID. Ils nous donnent tout leur, vous savez, leur nouvel ordre mondial, leurs objectifs de développement durable. Ensemble avec l'Organisation des Nations unies, Donald Trump arrive une semaine plus tard et se retire de toutes ces agences de l'Organisation des Nations unies. En entrant dans cet ordre mondialiste, je dis « Votre Organisation des Nations unies est terrible. Je crée mon Conseil de la paix et en deviens président. Regardez, combien de pays sont avec moi? Ils ne se soucient pas de vous. Ils sont là avec moi, vous voyez? Donc, d'un côté, on se demande pourquoi Trump, les États-Unis et Israël traitent-ils encore avec Davos? Je veux dire, ils devraient tous partir de là. Mais ce que fait Trump, c'est qu'il entre dans la gueule du loup et dit « Regardez, il va y avoir un nouvel ordre mondial et il sera sous la coupe de Trump. » Maintenant, la question de savoir où Herzog aurait potentiellement pu s'asseoir lors de cette réunion, mais cela est à nouveau rapporté. Aucun commentaire officiel du premier ministre, de Herzog ou de la Maison-Blanche. Le premier ministre Netanyahou ne voulait pas qu'Herzog siège à ce conseil, c'est sa position. Il faut comprendre les rivalités politiques en Israël. Trump avait demandé à Herzog de gracier Netanyahou, qui avait lui-même sollicité une grâce auprès de Herzog. Herzog n'agit pas là-dessus pour le moment, d'accord? Vous savez, Herzog se présentait contre Netanyahou. Lors de 15 élections, il a reçu des fonds du département d'État et l'aide de consultants de Barack Obama pour tenter de battre Benjamin Netanyahou. On comprend pourquoi Netanyahou ne voudrait pas qu'Herzog soit là. D'autres pays ont peut-être aussi dit « Nous ne voulons pas qu'Israël soit bien installé ». Vous avez invité Netanyahou, mais comme lors de notre cérémonie, il peut encore exister de l'antisémitisme pour diverses raisons. Évidemment, Kushner et Witkoff. Et Trump a profité de l'occasion à Davos pour établir un conseil de la paix et exposer leur plan pour ce qui pourrait être la nouvelle Gaza. Herzog était à Davos, c'est bien ça, il était à la conférence, c'est bien ça,
et il les a effectivement pris à partie. Il les a traités d'hypocrites, ceux qui ont passé tant de temps à critiquer Israël pour sa légitime défense après le 7 octobre, mais qui n'ont rien fait pour aider le peuple iranien, les gens. Il a interpellé les célébrités d'Hollywood et d'autres personnes qui sont restées complètement silencieuses. Leur silence est assourdissant et regardons la vidéo du président Herzog là-bas. Vous savez ce qui me sidère? Tous ceux qui nous ont attaqués parce que nous nous défendions, où sont-ils? Où est Susan Sarandon? Où est Cynthia Nixon et toutes ces personnes? Pourquoi ne les voyons-nous pas manifester devant les ambassades iraniennes ou manifester dans les rues des villes du monde entier en criant haut et fort « Nous soutenons le peuple iranien » ? Et cela montre la grande hypocrisie qui nous entoure, qui a entouré notre lutte pour nous défendre et en réalité pour changer la trajectoire géostratégique régionale. Comme je l'ai dit, le silence est assourdissant. Aucune manifestation étudiante contre le régime iranien alors qu'il y en a eu après octobre. Où est Greta Thunberg? Oui, où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas pro-Silvano? Elle soutient l'Iran actuellement dans le Golfe Persique et appelle à la liberté du peuple iranien. Un régime absolument répressif, tous ces gens qui se font tuer dans les rues. Pas de juifs, pas de nouvelles. C'est vraiment ce à quoi ça se résume. Voilà donc la communauté internationale et son silence. Pour les Iraniens, des milliers sont massacrés dans les rues et personne ne réagit. Jetons un coup d'œil à l'antisémitisme au Forum économique mondial. Il y avait plusieurs voix là-bas, un rabbin, Pinchas Goldschmidt, le président de la conférence des rabbins européens, et une table ronde sur l'antisémitisme. Il a exposé son point de vue sur les raisons actuelles de l'antisémitisme, blâmant en quelque sorte la vieille Europe pour cette montée. Il y avait aussi le rabbin Yehuda Kaplan, envoyé spécial américain contre l'antisémitisme, qui a critiqué publiquement Goldschmidt sur X avec l'administration Trump, puis Elon Musk, propriétaire de X, un des hommes les plus riches, voire le plus riche, multimilliardaire. Se rangeant du côté de Kaplan concernant la responsabilité de l'antisémitisme en disant cela, et je vais lire ici la citation de Kaplan, en disant « Blâmer la vieille Europe pour la montée actuelle de l'antisémitisme est honteux ». Il affirme que la migration de masse a contribué à la violence antisémite et aux menaces contre la sécurité des Juifs. Parlons-en. Le 7 octobre a provoqué des turbulences dans le monde entier, une montée spectaculaire de l'antisémitisme, organisée, parfois soutenue par des États, dans de nombreux cas dans les universités, dans les rues. Une hausse de 500%, voire 1000% des actes antisémites. Et il y a aussi eu une réaction de l'Europe, je pense. La montée de l'extrême droite dans de nombreux pays européens est une réponse à l'insécurité ressentie par les anciens Européens, les soi-disant anciens Européens, concernant les nouveaux immigrés venus du Moyen-Orient. Donc je pense que lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme est dans l'intérêt des deux religions et des deux communautés. En le faisant ensemble, ce sera bien plus utile. Il dit en gros que les Blancs du Moyen-Orient, les Français, Britanniques, Allemands, bref, la vieille Europe, ne comptent pas vraiment. Ce n'est plus pertinent. Les Européens âgés doivent accepter le nouveau programme. Les nouveaux immigrés viennent du Moyen-Orient et sont majoritairement musulmans, qui, au fil de quelques décennies maintenant, ont vraiment montré qu'ils n'ont aucune intention d'essayer de s'assimiler à la culture et de devenir allemands ou français. L'Europe est en train d'être contrôlée, c'est ce que vous observez sur le continent. Vous avez ces partis de droite qui se lèvent et disent « Hey, nous perdons notre pays au profit des immigrés musulmans qui prennent le contrôle. » Et vous avez Goldschmidt ici qui dit « Eh bien, en fait, ce que nous devons faire, c'est nous ranger du côté des musulmans sur ce point. Parce que si nous ne nous rangeons pas du côté des musulmans, alors ils vont venir et ils vont tuer les Juifs. » Restons simplement ici avec les musulmans, d'accord? Un fétiste? Oui, un fœtus, absolument. Et ça ne fonctionne pas parce qu'au final, comme on l'a vu historiquement, regardez les Juifs, ceux qui en quelque sorte se sont rangés du côté des nazis. Au final, si les nazis veulent vous attraper, ils se serviront de vous aujourd'hui puis vous tueront demain. Non, ce que fait Goldschmidt est dégoûtant, mais je suis content de le voir. Yehuda Kaplan le dit clairement, il appelle un chat ici. Et j'ai passé beaucoup de temps avec Yehuda Kaplan ces dernières semaines en Floride.
notamment au Conseil israélo-américain. Pendant le Shabbat, il est vraiment très attentif. Il s'engage à dénoncer l'antisémitisme où qu'il soit, aussi bien aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Il est l'envoyé spécial contre l'antisémitisme pour le président Trump avec un rang d'ambassadeur, et ce rôle ne se limite pas à l'antisémitisme interne. Une partie de cela est traitée par le département de la justice. Et Leo Terrell, Harmeet Dillon et d'autres, mais Yura Kapun s'occupe de l'antisémitisme international. C'est vraiment bien de le voir ici, en train d'interpeller le rabbin Goldschmidt ici. De nombreux débats ont eu lieu sur X autour de cette citation, et même Elon Musk a soutenu Kaplan, comme tu l'as mentionné. Oui, des millions de personnes retweetent et réagissent à la discussion et au désaccord entre les deux camps. Mais ils disent que le moment fort, ou l'un des moments forts, au moins lors du sommet de Davos, c'était le discours prononcé par le président argentin Javier Milei. C'est bien comme ça que ça se prononce, n'est-ce pas? Qui a toujours été un ami d'Israël. Et il a même donné un petit Dvar Torah tiré du livre de Shmot, du livre de l'Exode, et regardons cette vidéo. Enfin, j'aimerais vous laisser avec une réflexion sur la paracha de cette semaine. La paracha Bo décrit le moment où Moshe confronte Pharaon, le symbole du pouvoir oppressif de l'État, pour l'avertir que s'il ne libérait pas le peuple hébreu, les 3 dernières plaies s'abattraient sur l'Égypte. Après le refus du Pharaon, la plaie des sauterelles provoqua la famine. Puis vint la plaie des ténèbres, ce qui signifiait la perte de clarté et de capacité de décision, et enfin la plaie de la mort des premiers-nés, ce qui illustre le destin d'une société qui nie la liberté. L'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en Occident est parfaitement claire. Depuis quelque temps déjà, et pour une raison étrange, l'Occident a commencé à tourner le dos aux idées de liberté. C'est pourquoi ici même, en 24, j'ai déclaré que l'Occident était en danger du fait d'avoir adopté des doses croissantes de socialisme sous sa forme la plus hypocrite, à savoir le wokisme. À son tour, en 25, j'ai expliqué les parasites mentaux semés par la gauche dans l'humanité. Cependant, 26 est l'année où je vous apporte une bonne nouvelle. Le monde a commencé à se réveiller. La meilleure preuve en est ce qui se passe sur le continent américain avec la renaissance des idées de liberté. Voici le président argentin incroyable. Il donne une leçon de Torah devant le monde. Non juif, il transmet la Torah et critique la gauche et le wokisme. Il n'a pas nommé l'Iran, mais je pense qu'il parlait de ce pays, surtout concernant les fléaux et l'idée que l'Occident devait en infliger à l'Iran et d'autres. D'autres tyrans persécutent leur peuple, attaquant démocratie et capitalisme. C'est incroyable. Ce n'étaient pas que les paroles de la Torah, car beaucoup citent divers versets pour soutenir leurs arguments. Il a cité la paracha hebdomadaire, lue par les Juifs du monde entier. Cette semaine, c'était paracha Bo. Donc, il vit avec la Torah parce qu'en fait, il consulte son rabbin. Son rabbin est l'ambassadeur d'Argentine auprès de l'État d'Israël, Axel Wanish, et il reçoit des leçons de Torah de son rabbin chaque semaine. Et puis, il va à Davos, qui est un endroit sans Dieu, et il y insère Dieu et le message de Dieu. Et en gros, quand il parle du Pharaon, n'est-ce pas, le Pharaon, je veux dire, il parle du Forum économique mondial et des Nations unies. Et il dit, Moïse est venu, et voici un homme, vous savez, venant d'un endroit où on ne s'y attend pas, qui transmet les messages de Moïse au Pharaon, au Forum économique mondial, ici même. Et vous, j'ai envoyé un message à un conseiller de Netanyahou en disant, vous vous faites dépasser. J'ai dit que le premier ministre devrait toujours citer les leçons de la Torah, que ce soit la paracha hebdomadaire ou d'autres versets des prophètes et des psaumes. Il devrait toujours apporter la lumière divine dans la conversation, surtout lorsqu'il évoque la plaie des ténèbres et le manque de clarté. Ce dont tu parles, c'est que tu n'as pas de lumière divine, tu n'as pas de lumière spirituelle. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de lumière du soleil, tu n'as pas de lumière spirituelle. Quand tu évoques sauterelle et famine dans la philosophie juive, tu parles d'une famine de divinité, non? Il apporte alors cette lumière, et je pense que c'est ce qu'on appelle ici un Kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu dans les endroits les plus bas. C'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Absolument. Et je veux maintenant parler de l'Iran, je veux dire, de tout au long du week-end à la télévision ici en Israël. Tu voyais des bandeaux en bas de l'écran disant que les États-Unis se préparaient
à une frappe contre l'Iran. Tu as le président Trump qui avertit d'une armada de navires américains en route vers l'Iran. Le nombre de morts exact est incertain. Les statistiques indiquent 5000. J'ai reçu sur mon téléphone une information selon laquelle jusqu'à 1000 Iraniens auraient été massacrés par le régime, d'après des organisations de défense des droits de l'homme. Regardons ce clip. Une importante force avance vers l'Iran. Je préférerais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très près. J'ai arrêté 837 pendaisons jeudi. Ils seraient morts, chacun d'entre eux aurait été pendu, c'est comme il y a 1000 ans. C'est une culture ancienne, des gens très intelligents d'ailleurs, mais c'est une culture ancienne. 837, principalement de jeunes hommes, allaient être pendus jeudi. Et j'ai dit, si vous pendez ces gens, vous allez être frappés plus durement que jamais. Ce qu'on a fait à votre accord nucléaire iranien semblera insignifiant à côté. Et 1 heure avant que cette chose horrible n'ait lieu, ils l'ont annulé. Et ils ont même dit qu'ils l'avaient annulé. Ils ne l'ont pas reporté, ils l'ont annulé. Donc c'était un bon signe. Mais nous avons une armada, nous avons une flotte massive, une flotte énorme qui se dirige dans cette direction, et peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser. Nous verrons. Alex, le président Trump annonce l'arrivée d'une armada ici. Peut-être connais-tu des détails sur la puissance de feu attendue. Comme lors de l'attaque américaine sur les sites nucléaires iraniens, on pensait à davantage de négociations, ce que Trump a évoqué. Puis soudain, l'attaque a eu lieu. Donc nous ne savons pas quand cela va se produire, ni même si cela va se produire. Il a dit qu'il en était satisfait. Ces personnes n'ont pas été pendues jeudi, mais avec Trump, on ne sait jamais quand il pourrait agir. Absolument. Vous voyez une importante force militaire se déployer au Moyen-Orient en ce moment, avec jusqu'à 3 porte-avions qui se dirigent vers la région. C'est très coûteux et vous ne souhaitez pas non plus les garder là-bas indéfiniment. Donc, cela ressemble vraiment à une préparation des États-Unis pour une attaque massive. Et il dit ici, vous savez, si ces pendaisons avaient lieu, l'Iran serait très durement frappé. Je pense que l'Iran pourrait être sévèrement frappé, même sans ces pendaisons. Vous parlez de 5000 personnes tuées dans les rues, peut-être 30 000 personnes tuées dans les rues, et il n'y a vraiment aucun signe que le régime iranien va relâcher la pression, mais nous avons vu des signes que le régime iranien comprend que leur temps pourrait être compté. Il y a eu des rapports cette semaine disant que Khamenei se trouve dans des bunkers et des tunnels souterrains profonds, n'est-ce pas, qui sont protégés, et nous avons entendu de nombreux rapports concernant des figures centrales iraniennes, comme le fait de déplacer de grandes quantités de capitaux hors du pays, et nous ne savions pas qu'il y avait autant de capitaux à l'intérieur de l'Iran. Le peuple ne le savait pas, du moins, mais évidemment, les dirigeants, eux, ils ont de l'argent et ils le font sortir du pays. Et nous ignorons si le président Trump propose une solution à Khamenei pour partir, n'est-ce pas? Vous savez, on a vu que Bachar el-Assad en Syrie, lui, il est parti en exil à Moscou. Et ça, on le sait. Trump a proposé à Maduro un billet pour la Turquie afin de quitter le Venezuela. Il a refusé. Et où est-il maintenant? En prison à New York. Donc, il se peut que Trump cherche un moyen d'éviter d'utiliser la posture de force, non? En disant « D'accord, nous sommes prêts à frapper. Si vous partez, nous pourrons peut-être changer le régime sans violence. » Pour Trump, son principal objectif serait de sortir de cette situation sans tirer un coup de feu. Mais en reconnaissant que Khamenei est bien ancré et qu'il est potentiellement une figure apocalyptique et messianique selon les différentes écoles, et cela a toujours été l'un des plus grands désaccords, savoir si les Iraniens sont des pragmatistes, des réalistes. Et il y a beaucoup d'experts du Moyen-Orient qui disent cela, mais il y a d'autres experts du Moyen-Orient qui étudient vraiment la culture iranienne, qui comprennent l'islam chiite, reconnaissent le messianisme et la vision apocalyptique, estimant que l'on peut faire venir le Messie en créant ces conditions. Et donc, si Khamenei pense que c'est le moment, il n'ira pas en exil. Il va ordonner à l'Iran d'utiliser toutes les armes à leur disposition pour attaquer, et les 2 cibles sur ces listes sont le grand Satan et le petit Satan et les États-Unis sont le grand Satan. Donc Trump préférerait certainement que le pragmatique Khamenei prenne une porte de sortie, mais s'il ne la prend pas,
Je pense que vous voyez que Trump se tient prêt à frapper très fort. Comme je l'ai dit, déplacer ses porte-avions et ressources dans la région coûte cher et ils ne peuvent pas y rester indéfiniment. Une fois tout en place, cela reste coûteux. Une fois que Trump aura identifié que Khamenei est une cause perdue et que les conditions sont réunies pour une frappe réussie, je pense que vous pourriez voir cette frappe. En Israël, tu sais, la question c'est quand tout le monde s'attend à ce que ça arrive. En Amérique, je me demandais si je pourrais rentrer. Les gens partaient plus tôt. Certaines personnes n'ont pas pris l'avion d'Israël vers Miami pour la conférence du Conseil israélo-américain, pensant qu'une guerre était imminente. Cette semaine, on s'est demandé si on devait laisser la radio allumée. Nettoyer l'abri, vérifier qu'il est prêt, beaucoup d'invités. Pourra-t-on faire entrer tout le monde en cas d'attaque? Je ne crois vraiment pas que l'Iran attaquerait en premier. Sauf s'ils avaient des informations urgentes montrant que les États-Unis allaient frapper ce jour-là, à ce moment précis. Je ne crois pas que l'Iran attaquerait en premier, sinon Israël et les États-Unis répliqueraient immédiatement et les anéantiraient. Je pense que si les Iraniens tentent de négocier ou de manœuvrer, ils ne seront pas les premiers à frapper. Mais s'ils reçoivent le signal que les États-Unis ou Israël attaquent, je pense qu'ils sont susceptibles de tirer tout ce qu'il leur reste dans leur arsenal. Actuellement, en Israël, le commandement du front intérieur n'a donné aucun avertissement particulier, la situation reste inchangée. Je remarque sur les réseaux sociaux que beaucoup se demandent s'il est sûr de venir en Israël et s'il devrait voyager là-bas. Et je leur réponds toujours, c'est encore sûr en Israël, bien plus sûr que dans n'importe quelle grande ville américaine, ça c'est certain, tout le temps, même si on se retrouve dans une situation où l'Iran décide de passer à l'action. KLM a annulé ses vols pour les prochains jours. J'ignore si d'autres compagnies, notamment américaines comme Delta ou United, feront de même. La dernière fois, elles avaient annulé tout de suite. Et cela pourrait durer des mois. C'est certain, donc il n'y a aucun moyen de le savoir. Alors, tu sais, la question est, pourquoi annule-t-il? Tu seras informé si quelque chose est imminent. Je pense que comme évite juste de voler vers Israël. Si tu veux y aller, réserve avec l'Air. C'est le seul transporteur fiable. J'ai compris cette leçon hier soir en restant bloqué plusieurs jours. Peut-être le plus cher, mais aussi le plus fiable, absurde. En ce moment, tu veux être sur leur réservation? Liste au cas où quelque chose arriverait. Mais poursuivons ici. Le fils exilé du défunt Shah a adressé 6 demandes à la communauté internationale cette semaine en réponse à ce qui se passe là-bas. Sous le régime islamique, protéger le peuple, accentuer la pression économique, offrir Internet, expulser les diplomates, poursuivre les criminels contre l'humanité, libérer sans condition les prisonniers politiques, préparer une transition démocratique en Iran et reconnaître un gouvernement légitime. J'imagine que le fils du Shah veut en faire partie. Et est-ce que nous allons voir l'une de ces choses ou est-ce que cela s'inscrit dans le long terme compte tenu de la réalité de la situation? C'est un incroyable parallèle avec 78 et 79, quand le père du Shah, Reza Pahlavi, a été exilé. Et vous aviez Khomeini, le prédécesseur de l'actuel ayatollah Khamenei. Khomeini a pris le pouvoir en 79, mais il était en exil à Paris, et c'est lui qui a été la figure qui a finalement uni beaucoup de forces disparates. Tous en avaient assez du Shah et surtout constataient qu'il perdait le pouvoir et la capacité de réprimer les manifestations. Ce que vous voyez actuellement en Iran est identique. À l'inverse, où le peuple iranien reconnaît que ce régime de l'ayatollah le prive de ses droits humains fondamentaux, actuellement, ils ont coupé Internet, l'eau, l'électricité et attaquent les gens dans les rues. Mais ils constatent que ce régime perd sa légitimité internationale. Lors des manifestations précédentes, comme en 2008, Barack Obama et d'autres ont soutenu le régime. Donald Trump retire désormais clairement son soutien aux ayatollahs, tout comme les Européens et les Nations unies. Donc, vous avez les Iraniens qui reconnaissent tous qu'ils ne veulent plus vivre sous l'extrémisme islamique. Ils ne veulent pas vivre dans une société anti-occidentale. Et surtout, ils veulent être gouvernés par des personnes qui vont leur fournir de l'eau, de l'électricité, de l'Internet et des libertés fondamentales. Et donc, vous avez maintenant Pahlavi comme la figure exilée, et je ne sais pas si tous les Iraniens veulent nécessairement s'unir derrière Pahlavi. Et je reçois aussi des signaux de l'Occident, et plus précisément des États-Unis,
qui ne croient pas forcément que Pahlavi ait les qualités requises. Pour diriger un gouvernement de transition ici, il faut unir le peuple iranien et être assez fort, car il faut au final quelqu'un de très solide pour diriger le pays. Cela dit, Pahlavi est le visage symbolique de cette révolution. Et je pense vraiment qu'il est très, très important que les États-Unis apportent leur soutien à Pahlavi en ce moment. Même s'ils n'ont pas l'intention de le soutenir plus tard, ils pourront quand même lui faire des demandes pour qu'il trouve un successeur approprié. Mais il est très important de comprendre comment le peuple iranien perçoit ce qui se passe. Ils vont s'unir derrière quelqu'un qu'ils estiment capable d'apporter ce qui leur manque actuellement. Et donc, si les États-Unis soutiennent Pahlavi et que Pahlavi peut dire « Écoutez, si vous me ramenez ici, en tant que figure de transition, je ferai lever les sanctions contre l'Iran. J'apporterai des technologies de l'eau des États-Unis, de l'État d'Israël, pour m'assurer que vous ayez de l'eau courante. Nous veillerons à utiliser notre énergie pour alimenter nos centrales électriques au lieu de l'exporter vers la Chine afin que vous ayez de l'électricité. Si Pahlavi peut faire cela et obtenir le soutien des Américains, vous verrez potentiellement ces forces en Iran qui sont disparates. Ils ne voudront peut-être pas tous d'un nouveau Shah, mais ils auront finalement la meilleure chance de s'unir derrière lui. Et il faut une figure forte qui ait le soutien international pour que le peuple iranien s'unisse. Et une fois qu'ils seront unis, ce sera la fin du régime. J'espère que les États-Unis soutiendront Pahlavi malgré leurs doutes. Nous gérerons la deuxième phase après le départ des ayatollahs, comme à Gaza. Concentrons-nous d'abord sur la première phase. La première phase, c'est que l'ayatollah parte. La deuxième phase, on s'en occupera plus tard. Pendant ce temps, voir ce que Reza Pahlavi fait, je trouve ça incroyable et il devrait recevoir le soutien de toute la communauté internationale. En attendant, la situation en Syrie perdure. Affrontements entre Kurdes, présence de Daesh et des forces gouvernementales syriennes. Techniquement, d'après ce que je comprends, il est censé y avoir une sorte de cessez-le-feu en ce moment, mais ces choses sont très fragiles et vous savez, d'ici demain, cela pourrait être rompu. Concernant le rôle des États-Unis, ils cherchent à protéger leurs intérêts sans aller plus loin. Nous avons assisté aux réunions à Washington entre Al-Julani de Syrie et Trump, qui a exprimé son souhait de lui donner une chance de reprendre le contrôle. Cela dit, les forces gouvernementales attaquent activement les Kurdes sur plusieurs fronts. Il y a aussi l'élément de l'État islamique. Comme un autre parallèle avec ce dont nous venions de parler. Vous avez cela. Vous aviez Bachar el-Assad en place et il prenait. Tout le monde comprenait que c'était un dictateur fou qui avait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, qui ne répondait pas aux besoins du peuple syrien. Il était temps pour lui de partir, puis les Turcs et les forces d'Al-Jilani sont intervenus. Al-Jilani, affilié à Al-Qaïda, est l'un des pires bouchers du monde. Nous ne devrions pas nous réjouir qu'Al-Jalani, ou comme on l'appelle Al-Shara, soit celui qui dirige la Syrie en ce moment. Trump l'a dit quand Netanyahou était à Mar-a-Lago. Vous savez bien, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant de cœur dirige la Syrie dans cette partie du monde, et c'est vrai. Vous n'aurez pas un enfant de cœur, mais il y a une différence avec un chef terroriste. Et il n'y a aucune indication pour l'instant, d'après ce que nous voyons entre les Kurdes, Daesh, les Druzes, les chrétiens et les Alaouites. Qu'Al-Jalani veuille unir le peuple syrien, il essaie de rétablir l'influence des frères musulmans à l'intérieur de la Syrie. Maintenant, ils ne peuvent pas attaquer Israël pour l'instant. Je veux dire, ce serait une énorme erreur, donc ils ne vont pas attaquer Israël. Mais vous voyez ce qu'ils font sur le plan intérieur pour essayer de purger les minorités. Et je pense que pendant que Trump a dit qu'on devait soutenir Al-Shara à l'époque et lui donner une chance, Al-Shara manque de temps. Avec le président des États-Unis, je pense que si la situation persiste, Trump cherchera sûrement un changement majeur en Syrie. Et puis, il y a aussi la question de Tom Barrack, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, l'envoyé de facto en Syrie, qui essaie d'obtenir le soutien des États-Unis pour Al-Shara et de faire lever ses sanctions et pour vraiment renforcer Erdogan, son influence auprès des États-Unis. Certains responsables m'ont dit que Tom Barrack pourrait aussi manquer de marge de manœuvre avec le président. Pendant son premier mandat, le président des États-Unis a nommé puis renvoyé plusieurs personnes.
Je ne sais pas ce qui attend Barak. Il a affirmé n'être pas du tout d'accord avec Israël sur l'avenir du Moyen-Orient. Des déclarations négatives sur Israël, sur ses actions au Liban et à Gaza. Il a essentiellement dit, vous savez, chaque fois que vous tuez un terroriste, vous en créez 10 nouveaux. Donc, ça veut dire, en gros, ne tuez pas les chefs terroristes, parce que vous allez juste créer plus de terroristes. C'est la chose la plus stupide. Je pense que Trump va finir par perdre patience avec Al-Shar à un moment donné. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, n'est-ce pas? Avec l'Iran, Gaza et de nombreux problèmes, Trump doit faire tomber ses dominos un à un. Mais vous savez, Al-Shar n'est ni un allié des États-Unis ni d'Israël, c'est un terroriste. Oui, absolument. Alex, nous finissons l'émission avec de bonnes nouvelles. Enfin, après tout ce temps, ils agissent concrètement contre l'installation de l'UNRWA à Jérusalem. Mardi, les autorités israéliennes ont entamé la démolition du siège de l'UNRWA. Magnifique. Après l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'organisation, nous attendions cela depuis un an. Les bulldozers ont enfin commencé à démolir le complexe de l'UNRWA. Pour ceux qui ignorent l'UNRWA, l'organisation doit aider les réfugiés palestiniens et leurs descendants dits réfugiés. En 8 ans, l'UNRWA n'a réinstallé aucun réfugié, préférant garder les Arabes en première ligne contre Israël avec la participation de son personnel. Nous avons des preuves sous le hashtag Massacre d'octobre. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, l'UNRWA, c'est le Hamas, c'est essentiellement la branche humanitaire du Hamas. Et maintenant, Israël prend enfin des mesures en démolissant leur installation à Jérusalem. Oui, la semaine dernière, J'ai animé un panel sur les Nations Unies et réalisé une interview sur scène. Ayel Etzamorano, dont le fils a été assassiné en octobre par des terroristes du Hamas, puis dont le corps a été emmené en captivité à l'intérieur de Gaza. Un travailleur social de l'UNRWA l'a transporté dans un véhicule de l'UNRWA. Des terroristes de l'UNRWA ont agi le 7 octobre et l'UNRWA gère aussi toutes les écoles à Jérusalem et Gaza. Ce sont eux qui incitent la population palestinienne à haïr et à tuer des Juifs depuis des décennies. C'est la seule agence qui s'occupe d'une seule crise de réfugiés. Toutes les crises de réfugiés sont gérées par une seule organisation, sauf les Palestiniens qui ont la leur, contrairement aux autres. Je veux dire, ils sont tous réinstallés. Tu as dit, ils ne sont pas réinstallés, ils sont tous installés. Ils vivent dans des villes, et toi et moi, tu passes en voiture devant une ville, tu te dis, celle-ci est un camp de réfugiés, celle-ci ne l'est pas. Elles se ressemblent exactement. ce sont tous des quartiers. N'est-ce pas? Ce ne sont pas de beaux quartiers. Certains ont de grands immeubles, car les Arabes construisent des tours de 20 étages dans ces camps de réfugiés. Et ils sont probablement construits sans autorisation, certainement sans planification, mais même probablement sans ingénierie du bâtiment appropriée. Et ça, c'est encore une toute autre question. Pourtant, ces personnes habitent dans les villes d'où elles affirment avoir été expulsées. D'accord, ils vivent en périphérie de Jérusalem, à Gaza ou en Judée-Samarie dans des soi-disant camps de réfugiés dont ils disent avoir été expulsés et ensuite le statut de réfugié. Il ne reste pas seulement avec eux, il se transmet aussi à leurs enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, même les arrière-petits-enfants de réfugiés sont encore appelés réfugiés. C'est la seule crise où le nombre de réfugiés augmente avec le temps au lieu de baisser. Le statut de réfugié n'est jamais retiré et se transmet aux enfants. Avant, il y avait quelques centaines de milliers de soi-disant réfugiés. Après 48, maintenant, ils sont des millions. Et tout cela fait partie de la bataille narrative contre l'État d'Israël menée par les Nations Unies, menée par l'UNRWA. Et qu'avez-vous vu? Que s'est-il passé quand Israël a finalement détruit ses quartiers généraux, qui se trouvent sur un terrain absolument impeccable? Juste à côté de la colline des munitions, juste à côté du musée de certaines des batailles qu'Israël a menées pendant la guerre d'indépendance et la communauté internationale. Ils disent que c'est un affront. Comment pouvez-vous faire cela? Ces gens sont nos ennemis. D'accord, si vous êtes nos ennemis, vous n'avez pas votre place dans l'État d'Israël et nous allons vous expulser. Nous allons cesser notre collaboration et détruire vos biens. Savez-vous ce qui a plus de valeur que le siège de l'UNRWA? Qu'est-ce que c'est? Le siège de l'Organisation des Nations Unies, situé ici dans le quartier, domine toute la frontière sud de la vieille ville. Comme ici, vous avez une vue panoramique venant de l'Est, similaire depuis le Sud, juste depuis le siège de l'Organisation des Nations Unies, ancien lieu du haut-commissaire britannique. Et Israël devrait détruire ce territoire, cette propriété, et aussi les Nations Unies devraient être expulsées de l'État d'Israël.
Leurs biens devraient être détruits ou transmis à une entité bien meilleure comme un ministère israélien. D'abord l'UNRWA, puis attaquons l'Organisation des Nations Unies. C'est une évolution positive, un bon premier pas, je suis d'accord. Oui, l'Organisation des Nations Unies doit partir. C'est tout pour aujourd'hui, Alex. Ravi de te retrouver au JNS Media Hub à Jérusalem. Josh Aston pour JNS News avec Alex Treyman, président directeur général. Nous vous retrouverons dimanche prochain depuis le JNS Media Hub, si Dieu le veut. Merci à Aaron Wagalanter qui gère la régie et à l'équipe en coulisses. Yuris Freski, responsable de la station, Zach Sickerman, Esther Eden et Ryan Lischitz, notre équipe de production. Pensez à nous remercier sur YouTube. Retrouvez tout le contenu incroyable sur JNS Télévision. Rendez-vous sur jns.org pour suivre l'actualité d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. À la semaine prochaine dans Jérusalem Minute. Bonne semaine.